Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour à tous, ici Robert Comeau, historien à la Société historique de Montréal. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux invités qui viennent de publier ensemble un essai qui a pour titre « Le Québec et l'usure philosophique des nations et des hommes ». Notre premier invité, Roger Payette, est historien, diplômé de l'UQAM. Il a enseigné l'histoire du Canada une vingtaine d'années et Jean-François Payette, son fils, est docteur en sciences politiques, diplômé de l'Université de Lyon, et il enseigne la gestion internationale à l'École des sciences administratives de l'UQAM. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Ah oui, j'aimerais ajouter que Jean-François a publié une quinzaine d'ouvrages. Votre doctorat s'est mérité d'ailleurs le Grand Prix de la recherche pour un docteur étudiant étranger en France en 2018. Je tiens à souligner que l'ouvrage récent que vous venez de publier est le troisième que vous avez rédigé ensemble. Alors, je rappelle les titres des deux premiers. Le premier avait pour titre « Ce peuple qui ne fut jamais souverain, la tentation du suicide politique des Québécois ». C'était publié chez Fides en 2013. Et votre deuxième ouvrage, « Sur la condition culturelle des Québécois », a pour titre « Une fabrique de servitude ». Donc, ma question, c'est qu'à travers ces trois ouvrages, on peut dire que vous avez voulu comprendre pourquoi les Québécois ont refusé de devenir indépendants et entièrement maîtres de leur choix. Alors, ma première question, pouvez-vous nous expliquer le titre surprenant « Le Québec et l'usure philosophique des nations et des hommes », parce que c'est quand même étonnant comme titre. Oui. Monsieur Comeau, voici. Le premier livre qu'on a publié, c'était le sujet, c'est la politique. La politique, c'est l'instrument que, normalement, les nations ou les sociétés se donnent pour pour pouvoir agir sur leur réalité. Le deuxième considérait la culture. La culture, c'est d'abord et principalement le langage. Et le langage, comme le disent les linguistes, le langage, c'est comme la limite de notre monde. On se limite par le vocabulaire et c'est oui. Et donc, il nous restait à examiner comment on pouvait dépasser ces deux thèmes-là. Et on pense que par la philosophie, l'homme peut se détacher de sa condition réelle et donc pouvoir réfléchir sur sa condition et sans doute être capable de se définir et de se déterminer avec la plus grande liberté possible. C'est ce que la philosophie permet à notre avis. Et c'est très différent des deux premiers? Oui, parce que la politique, c'est, comme je l'expliquais il y a 2 minutes, la politique, c'est l'instrument que les sociétés vont se donner pour agir sur la réalité. Mais encore faut-il qu'ils aient un projet, que ça fournisse un sens. Et la philosophie va donner ce sens-là, va faire croire à l'homme qu'il est libre, en tout cas dans une certaine mesure, malgré sa condition. C'est sûr que s'il veut voler, il peut pas, là, à moins de prendre un avion. Mais il faut que l'homme se donne des objectifs et que ça lui fournisse un sens à son existence. Et la philosophie permet ça, à mon avis. Donc, la première partie de votre ouvrage, une bonne partie, porte sur la philosophie comme fondement de l'homme universel. Alors, vous avez voulu renouveler le débat national en l'associant, si je peux dire, au terrain politique. Alors, est-ce qu'on peut dire que votre appel à la philosophie, c'est un appel à exercer un effort de lucidité que les Québécois ne font pas ou ne veulent pas faire? Clairement, tout à fait. Mon père l'a bien expliqué. En fait, la philosophie, fondamentalement, elle cherche quoi? Elle fait quoi? On essaie de comprendre l'existence de l'homme, donc sa condition fondamentale en tant qu'humain. Et une des problématiques auxquelles on a fait face lorsqu'on a commencé à réfléchir à cette question, donc la question nationale à partir de la philosophie, c'est qu'on se rend compte, c'est comme si on délaissait un peu de côté donc ce qui nous raccroche à l'humanité d'une certaine façon. C'est comme si on vivait en vase clos
on pourrait dire. Alors, la société québécoise a engendré des grands historiens parce qu'ils parlent de la condition nationale proprement québécoise au passé, a engendré des grands sociologues qui abordent donc la question nationale d'un point de vue sociologique de façon globale. La même chose avec le politique, on s'en est rendu compte donc en travaillant à travers à travers cette œuvre donc sous différentes facettes. Et ce qui nous a frappé, c'est que c'est comme si on avait laissé de côté un peu cette question nationale d'un point de vue philosophique. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est humain, puis qu'est-ce qui nous raccroche en tant que Québécois, donc, à notre humanitude? Et donc, il y a peu d'études qui ont été faites. Il y a certains auteurs qui l'ont abordé. Je pense, par exemple, à Daniel Jarre, qui est un philosophe québécois, qui l'a abordé. Mais c'est comme si on avait de la difficulté à se l'approprier, notre propre humanité, dû à la condition donc provinciale dans laquelle on est plongé. C'est un peu la problématique dans laquelle on est bloqué. Pourquoi, d'après vous, là, quand vous expliquez que les Québécois veulent éviter le débat autour de notre avenir politique, qu'est-ce qui caractérise notre philosophie? Parce que vous êtes très critique pour les philosophes ou la philosophie qui s'est pratiquée au Québec. À notre avis, ça se situe dans le contexte global dans lequel l'humanité semble s'engager. La droite, en fait, les progressistes ont abandonné la notion de nation, ce qui est une erreur fondamentale, selon nous. La nation, ce n'est pas si négatif comme on veut le faire voir. Et d'ailleurs, la droite s'en est emparée, ce qui fait ses succès actuellement. Les progressistes ont abandonné la notion et l'idée de nation, alors que pour parvenir à lutter contre le fascisme ou le capitalisme exacerbé qu'on a actuellement, la nation serait très utile parce qu'il y a dans la nation une forme de solidarité et à cause de l'idée de la nation, on est capable d'avoir un outil fondamental, l'État, qui permet au peuple d'exercer sa souveraineté. On ne peut pas trouver un autre instrument pour qu'une collectivité puisse avoir une emprise sur sa réalité que l'État. L'État que, d'ailleurs, les nations se sont données quand elles ont compris que pour échapper à l'Empire et au colonialisme, il n'y avait que l'État, et pour que l'État soit efficace, il faut une solidarité qui est nationale. Jean-François. Pour rebondir sur ce que mon père vient de mentionner et pour revenir donc à votre question, en fait, c'est que à travers les constats, et ça rejoint peut-être un peu davantage le premier ouvrage que l'on avait fait, Ce peuple qui ne fut jamais souverain, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la société québécoise elle a de la difficulté à faire face à ce qui peut être considéré comme étant du conflit. Tout ce qui est, puis on n'est pas les premiers donc à en parler, déjà Pierre Vadeboncoeur en parlait bien avant nous. La société québécoise donc a de la difficulté à faire face à tout ce qui peut être considéré comme étant des conflits. Et le problème qu'il y a, c'est que le politique, puisque c'est le propre d'agir sur la réalité donc collective, on doit aménager le conflit parce qu'il y a des orientations qu'on veut donner donc à une société, peu importe que ce soit la droite, que ce soit la gauche, que ce soit au niveau donc des institutions. Donc, on va vouloir aménager la société. En aménageant la société, on doit aménager le conflit puisque c'est pas tout le monde qui voit les choses de la même façon. Et à partir de là, puisqu'on a de la difficulté donc à faire face à ce qui peut être considéré comme étant du conflit, qui est le propre du politique, bien, nécessairement le politique, on le repousse le plus loin possible puisqu'on l'associe à du conflit. Regardez donc le discours fédéraliste souvent, lorsqu'on a proposé aux Québécois de se prendre en main et de faire leur indépendance, qu'est-ce que l'on disait dans ce discours fédéraliste? C'est de la chicane. On associe les indépendantistes qui proposent pourtant à la société québécoise donc un projet collectif, un projet de vivre ensemble, donc où on va décider de nous-mêmes, de nos propres orientations, on les associe tout de suite à des faiseurs de chicanes, à des faiseurs de troubles. C'est à ça donc qu'on veut accoler donc l'étiquette, si on veut, des indépendantistes, alors que dans la plupart des sociétés du monde, de proposer de faire l'indépendance dans un processus démocratique, c'est quelque chose qui est vu comme étant sain. Et là, nous, on nous le confisque d'une certaine façon en voulant donc démoniser, on pourrait dire, donc ce projet de société. Vous considérez que le peuple québécois n'a pas l'habitude de penser en termes politiques. Est-ce que ça rejoint le point de vue là, qui est exprimé par Simon Rainville, qui dit à propos de votre livre que vous reprenez beaucoup des auteurs qui ont parlé d'apolitisme au Québec, cette difficulté à aborder les problèmes sous l'angle politique? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Est-ce que ça rejoint un peu ou pas du tout? Bien, c'est évident que lorsqu'on réfléchit dans une société, donc il y a beaucoup de choses qui se font. Nous, ça rejoint peut-être un peu plus le premier ouvrage que l'on avait abordé. Nous, on croit que l'originalité, et là, je n'ai pas lu la critique de M. Rainville, alors je ne peux pas tellement porter de jugement sur ce qu'il a dit de notre livre, qui par ailleurs a publié donc lui-même des ouvrages qui sont très intéressants. Mais l'originalité, on croit, donc, de cet ouvrage, donc le Québec et l'usure philosophique des nations et des hommes, c'est le fait qu'on aborde très peu, comme je le mentionnais tout à l'heure, la question nationale d'un point de vue philosophique. Qu'est-ce qui nous rattache donc à l'humanité? Quelles sont nos responsabilités? Puisque le propre du politique, de la philosophie, c'est de se dire, bien, l'homme est libre de décider de ce qu'il veut être, de la façon dont il veut être, et c'est comme si ça avait été écarté du paysage. À partir de là, bien évidemment, il y a un certain nombre d'auteurs qui peuvent nous avoir inspirés, comme Pierre Vadeboncoeur, comme différents sociologues comme Fernand Dumont, mais bon, on réfléchit pas en vase clos. Maintenant, jusqu'à quel point ça peut rejoindre ces auteurs apolitiques? Je le sais pas, puisque comme je vous dis, je n'ai pas lu la critique de M. Rainville. Je vais essayer de reprendre ça autrement. En quoi le fait pour les Québécois de ne pas avoir développé de tradition philosophique propre, en quoi ça s'est répercuté jusque dans sa capacité à appréhender la réalité du monde? Parce que c'est ça, vous dites, ça a des grandes conséquences. Ça a d'énormes conséquences parce que dépendamment, et je reviens sur mon idée de langage, dépendamment comment on se définit, et les mots nous définissent, les mots qu'on utilise vont nous définir. Si on se définit comme un groupement culturel, exclusivement culturel, où peut-on trouver des pensées politiques et, entre autres, la pensée fondamentale en politique, la souveraineté du peuple? On n'a pas de poignée pour aller s'accrocher à ça. J'aimerais citer ici René Lévesque, qui à un moment donné, je ne sais pas à quel moment, là, mais il dit bien, à côté des forces aveugles et de toutes les impondérables, il faut croire que ce sont encore essentiellement les hommes qui font l'histoire. Si tu ne te définis pas comme un groupement politique, si tu te définis comme un groupement culturel, ton emprise sur le réel, sur ta réalité, sur ta condition, elle est difficile à trouver, difficile à exercer, difficile à penser et à structurer. Voilà. Mais au fond, est-ce qu'une des idées centrales de votre livre, c'est que vous essayez de décrire une réalité, la réalité de l'immobilisme des Québécois? C'est un peu autour de ça. En partie. En fait, oui, mais c'est parce que tout ça, en grande partie, c'est évident. Mais tout ce livre s'inscrit, comme vous l'avez mentionné en début d'entretien, dans un cycle de réflexion. Et ce qu'on a voulu comprendre, et c'est peut-être par là qu'on aurait dû commencer, c'est qu'est-ce qui fait qu'une société comme la société québécoise, avec tout le potentiel qu'elle a à tous les niveaux, au niveau de l'imagination, au niveau de la culture, au niveau de ses ressources, de son économie. Comment cette société peut-elle s'être refusée à 2 reprises de se prendre en main démocratiquement? Comment se fait-il que cette société est la simple province d'une autre nation? Et à partir de là, donc, on a voulu réfléchir à notre condition nationale. Et là, une condition nationale, ça touche beaucoup d'aspects, qui va de l'économique au politique, en passant par le culturel et la philosophie, bien évidemment, parce que ça a une répercussion sur la façon dont on se perçoit, sur la façon dont on se nomme, sur la façon dont on voit le monde, sur la façon dont on veut s'inscrire au monde. Et donc, ce livre s'inscrit dans cette réflexion, dans cette vaste réflexion, qui a commencé par le politique, qui a poursuivi avec le culturel, qui là est philosophique, et même on réfléchit actuellement donc à faire un 4e tome qui aborderait la question nationale d'un point de vue économique. Donc, on a voulu essayer, si on veut, de décortiquer cet immobilisme. Cet immobilisme, il est évident. Il est évident parce que la société québécoise, après donc avoir été conquis en 1760 là, par les Britanniques, est toujours prisonnier, si on veut, d'une condition dans laquelle on n'agit pas nous-mêmes sur notre propre réalité par nous-mêmes. Écoutez, on n'est même pas capable de faire un pont par nous-mêmes. C'est un autre gouvernement qui décide de la façon dont on va le faire, le nom qu'on va lui donner, puis s'il va avoir un payage ou non. Là. Souvenez-vous des débats qu'il y a eu il y a quelques années à l'époque du gouvernement Harper. C'est quand même assez extraordinaire de voir qu'une société comme la société québécoise est incapable de faire quelque chose d'aussi simple qu'un pont. Cet immobilisme, donc, est présent dans différentes... En fait, ça se reflète dans notre culture, dans notre politique, dans notre philosophie d'être. Oui.
L'immobilisme, me vient à l'esprit un texte en fin de semaine paru dans Le Devoir de Gérard Bouchard, où il fait la liste de tous les dossiers qu'on n'est pas capable de régler et qui sont des problèmes québécois. Ce n'est pas un hasard. Il dit, on n'est pas encore en crise comme société, mais on est dans le marasme. Et il fait la liste exhaustive de tous les secteurs où la société québécoise n'est pas capable de trouver des solutions, que ce soit en éducation, en santé, en entretenir nos infrastructures. Il parle d'un déficit de 35 milliards de dollars parce qu'on n'entretient pas ce qu'on a déjà, alors qu'on construit du neuf constamment. Cet immobilisme et cette incapacité de régler nos problèmes, il y a un lien à faire. Vous faites une analyse assez développée de la Révolution tranquille. J'aimerais ça qu'on y revienne parce que vous dites que depuis la Révolution tranquille, le Québec cherche sa voie. Alors, en quoi la société québécoise serait toujours bloquée? Est-ce que c'est uniquement par rapport à l'inachèvement, par rapport à l'indépendance, ou c'est plus que ça? Parce que il y a quand même des choses qui se font. Là. Je ne veux pas commencer à faire la promotion de la CAQ, mais par rapport à la langue, il y a eu quand même des lois qui interviennent. Il y a eu la loi 20... Mais il y a eu... En quoi vous dites que c'est bloqué, la société? Toujours dans une situation provinciale dans laquelle on passe une loi, regardez, là, elle va être c'est contesté devant un gouvernement qui nomme les juges. Puis rappelez-vous ce que disait Duplessis, cette Cour suprême, en fait, c'est là que ça se retrouve. Là, elle penche, comme la tour de Pise, elle penche toujours du même bord. Pourquoi? Parce que c'est eux qui nomment les juges. C'est eux qui vont appliquer. Ils vont appliquer à partir d'une constitution qu'on n'a même pas signée. Alors, jusqu'à quel point il y a véritablement quelque chose qui se fait? Il y a quelque chose qui se fait en tant que province. Et même cette révolution tranquille, parce qu'on en a été critique, malgré des choses qui ont été faites durant cette révolution tranquille, c'est toujours dans le provincialisme québécois. En fait, c'est une révolution provinciale. Tout ce qu'on a fait, c'est s'approprier des pouvoirs que l'on détenait déjà dans la Constitution. D'ailleurs, les grands architectes de la Révolution tranquille, comme Paul Gérin-Lajoie, en parlaient dans des fameux discours, là, notamment qui a donné lieu à la fameuse doctrine du prolongement externe des champs de compétences internes du Québec, qui nous permet d'une certaine façon, à tout le moins, pas qui nous permet, mais sur lequel on s'appuie, le Québec, depuis 1965, pour élaborer nos relations internationales. Il le reconnaît lui-même là-dedans, dans ce discours, en disant... tout ce que l'on fait actuellement, c'est s'approprier ou exercer des champs de compétences que l'on détient déjà dans la Constitution. À partir de là, jusqu'à quel point ça a été si révolutionnaire? On a simplement modernisé la société québécoise dans son cadre provincial. Son provincialisme. Il reste que les réformes qui ont été faites dans le cadre de la Révolution tranquille, c'était du rattrapage essentiel et c'était déjà, pour le contexte, déjà énorme. Vous reprochez un peu... Vous constatez que ça n'a pas remis en question le fédéralisme. Mais déjà, le fait d'ouvrir une maison du Québec à l'étranger, le fait d'essayer d'avoir des relations internationales, est-ce que c'était pas déjà aller plus loin, une forme de contestation du fédéralisme? Ben, en fait, je trouvais ça un peu dur. La Révolution tranquille, c'est comme si c'était pas passé grand-chose et qu'on n'avait pas dépassé le cadre du régime. C'est pas ce que l'on dit. Ce que l'on dit, c'est qu'il faudrait peut-être analyser les véritables résultats plutôt que de se gargariser de quelque chose qui, en bout de ligne, tout ce qu'on a fait, c'est rester un État provincial. C'est tout. C'est ça que l'on dit. Alors, c'est évident, on le mentionne au début. Et d'ailleurs, M. Comeau, vous avez lu l'ouvrage qui est issu de ma thèse de doctorat qui porte en grande partie sur les relations internationales du Québec. Il y a quelque chose qui innovait d'une certaine façon au début des années 60, puis on s'est assis là-dessus. Alors que d'autres sociétés, si vous voulez qu'on parle des relations internationales comme la Belgique, ont intégré dans leur constitution cette marge de manœuvre que peuvent avoir donc les régions belges, qui est celle d'agir dans leur champ de compétences, même en relations internationales. Nous, ça dépend du gouvernement fédéral qui est en place, ça dépend du gouvernement provincial qui est en place, des volontés du gouvernement provincial qui sont en place, puis ça dépend de l'ouverture du gouvernement qui est en face de nous. Alors, le gouvernement de Gaulle a ouvert des possibilités au gouvernement du Québec que d'autres gouvernements, je peux vous garantir que le gouvernement Macron actuellement n'ouvre pas les mêmes portes qu'on a déjà été capable d'ouvrir à l'époque donc de Charles de Gaulle. Et il y a tout le temps un jeu de négociation. Regardez, à l'époque du gouvernement Harper, on était incapable de se retrouver. On faisait de la politique internationale de corridor.
départ. Alors que dans d'autres situations, le gouvernement Trudeau-fils, pas le père parce qu'il était complètement anti-relations internationales québécoises, d'ailleurs, il empêchait la création de la francophonie, là, le Trudeau-père. Donc, le Trudeau-fils, il a ouvert la porte pour qu'on puisse présenter nos positions en matière environnementale dans les grands forums internationaux. Alors, ça dépend de qui? Est-ce que ça dépend véritablement de nous? Ça dépend des interlocuteurs que l'on a en face de nous et ça dépend du gouvernement fédéral qui est en place. Alors, expliquez-moi en quoi il y a une différence dans notre condition provinciale à ce niveau-là. Ça ne dépend pas de nous-mêmes, ça dépend des autres. Mais les Québécois ne semblent pas convaincus de leur capacité d'autonomie. Je comprends vous inciter sur la structure du régime fédéral qui nous limite, bien sûr, et on va parler aussi de toutes les autres forces sociales là, qui interviennent, mais il n'y a pas... Le fait d'être privé d'agir par soi-même, ça ne fait pas en sorte que les Québécois perdent non seulement de l'expérience, mais ils perdent aussi confiance dans leur capacité. C'est le propre du portrait du colonisé. Exactement. Ça, Pierre Bourgault, c'est pas quelque chose de nouveau, puis c'est pas nous qui l'avons inventé. Il disait lui-même dans ses discours. Alors, comment voulez-vous avoir confiance en vous quand, justement, à chaque fois, on vous définit puis on se perçoit comme étant des perdants? Ça fait quoi? Ça fait un colonisé. C'est ce qui se produit. Alors, ça a un impact nécessairement sur notre culture, bien évidemment, et sur notre condition philosophique, sur la façon dont on aborde le monde, puis qu'on est capable de se définir, comme mon père l'a mentionné il y a quelques instants. Ça rejoint un peu le slogan du RIN qui était « On est capable ». En même temps, effectivement, on n'a jamais dépassé le cadre du fédéralisme. On va être obligé de prendre une pause de quelques instants et on reviendra au cœur du sujet. Les beaux parleurs se sont tus, endormis sur le laurier, à peine chialés une couple d'années, le temps d'emplir leur grenier de blé. Mais où sont donc ces beaux chanteurs qui réclamaient la liberté? Dans le temps je pouvais juste chanter, j'avais pas l'âge d'aller voter. Me v'là devenu universitaire, j'ai un logis rue Saint-Denis. Pour ça j'ai quitté la terre où mon grand-père avait grandi. J'ai vu ses fils en 80 scander bien haut qu'on pouvait bien dire oui, devenir indépendant, se tenir debout, faire face au vent. Ils se sont essoufflés pour rien, c'est pas tout le monde qui semblait prêt à se cracher dans les mains, laver l'injure qui les souillait. Il va falloir se prendre en main, se lever de bonne heure demain matin. Ah, c'est ben beau de gagner son pain, mais arrive un temps où faut aller un peu plus loin. On a assez mis d'eau dans notre vin. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui ne dis jamais rien? J'ai vu porter en terre deux de ceux qu'on nomme grands, des laboureurs de notre pays vert, des grands six pieds dans le cœur des gens, paisiblement s'en ont allés. J'imagine qu'ils se sont pas retournés, ils avaient bien assez semé pour le peu qu'ils ont récolté. On a un pays à se donner, mais semble qu'on l'a bien mérité. Ah, c'est ben beau le grand Canada, mais c'est ici que mes ancêtres ont débarqué. Ça fait assez longtemps que je suis à loyer. Hey, hey, je m'en vais chercher les clés de mon pays.
l'Outaouais, y'a de braves gens, de bons Anglais qui se sentent un peu dépassés, qui continuent de nous rabrouer. Incessamment, ils vont comprendre que c'est l'histoire qui commande. Une feuille rouge pour les adieux, une fleur bleue pour vivre mieux. Quand l'Angélus va ressonner, peuple à genoux va se redresser. Et pour les siècles à venir, mon beau Québec libre va fleurir. On a un pays à se voter, me semble qu'on l'a bien mérité. Ah, c'est ben beau le grand Canada. Mais c'est ici que mes ancêtres ont débarqué. Ça fait assez longtemps que je suis à loyer. Hey, hey, je m'en vais chercher les clés de mon pays. Alors, on est en présence de Roger Payette et de Jean-François Payette et on discute de l'ouvrage Le Québec et l'usure philosophique des nations et des hommes. Alors, je continue. Dans votre deuxième chapitre, vous analysez les forces sociales mondiales qui seraient inhibitrices de l'action souveraine des peuples. Alors, vous en identifiez 3. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces obstacles objectifs, là, extérieurs? Oui, il y a d'abord le néolibéralisme qui s'est emparé de l'économie. On n'a qu'à regarder aujourd'hui aux États-Unis comment l'action de ces néolibéraux est très puissante. On pourrait dire capitalisme sauvage. On pourrait dire un capitalisme sauvage. Ensuite, ils se sont trouvés un instrument extraordinaire, le cyberespace, qui permet ces gens qui contrôlent des fortunes colossales de contrôler aussi les cerveaux, les consciences, de s'infiltrer dans les consciences grâce au cyberespace. Et le troisième, peux-tu m'aider? Le multiculturalisme. Le multiculturalisme. L'obsession diversitaire. L'obsession diversitaire, oui. Ou plutôt que d'axer sur ce qui nous ressemble, qu'est-ce qui fait qu'on est tous, dans le fond, des humains? Eux, ils ne mettront pas l'accent là-dessus. Ils vont plutôt mettre sur ce qui nous distingue les uns des autres, la couleur de la peau, la couleur des yeux, le sexe, ce qui a, dans certaines circonstances, qui ont de l'importance, mais pas au point où eux veulent le faire voir. Et ça leur permet d'atomiser les sociétés, d'atomiser la solidarité des nations et donc de dominer en ce moment le monde. Ça a un impact direct sur notre façon de voir le monde. Évidemment. L'individualisme, au lieu de voir les problèmes de façon collective et de l'intervention collective, c'est des solutions individualistes. Parce que l'État est le seul acteur encore qui est capable de régir, d'encadrer, d'orienter, si on veut, les sociétés. Le capitalisme, s'il veut faire toujours plus de profit, parce que c'est un peu l'idée qui est derrière, donc d'accroître les fortunes, de faire donc plus de profit, alors il fait quoi? Lorsqu'il voit qu'il y a seulement un pouvoir qui peut le contraindre. Alors, il s'attaque à ce pouvoir-là. Et de quelle façon on est capable de s'y attaquer? Il y a une multitude de façons, bien évidemment, mais entre autres à travers le multiculturalisme qui disloque le vivre ensemble, puisqu'on repousse les gens sur du communautarisme, on repousse les gens sur l'individualisme, et à travers le cyberespace qui nous permet donc de s'infiltrer d'une certaine façon dans les consciences, puis de lobotomiser d'une certaine façon, donc la capacité à réfléchir puis à se définir, donc soi-même. On n'est pas les premiers à le dire. Martin Heidegger, déjà, il y a 70 ans, avertissait déjà que l'humanité, en nous mentionnant, regardez ce qui se passe avec tous les progrès technologiques qui fascinent présentement l'être humain. Ils sont en train, donc, d'atomiser, si on veut, les cerveaux. Et en atomisant les cerveaux, on n'est plus capable de produire de projets conscient, d'agir de façon consciente. Et donc, ça, c'est un sérieux problème. Et
donc, juste une petite parenthèse, là. Regardez à quel point, au nom du grand capital, on est en train de disloquer les États. Dans les accords de libre-échange que l'on signe, l'ACEUM, celui qu'on a fait avec l'Europe, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des clauses qui permettent de poursuivre les États si on pense que ça peut porter préjudice justement au libre-échange et à la capacité de vendre nos produits puis de faire de l'argent. C'est quand même assez incroyable. Alors, la variable humaine n'est plus la première variable dans ce cadre-là qu'on prend en considération. C'est la variable rentabilité, profit, finance, argent. On peut dire que depuis les années 80, c'est vraiment la déréglementation. Et dans ce sens-là, vous dites que les nations, c'est la souveraineté des nations qui est attaquée de point de Ah, tout à fait. Tout à fait. Complètement. Il est fort intéressant. Et tout le développement sur l'économie néolibérale. Et tous les gains qu'on a faits avec les Lumières, on est en train en ce moment, on le voit, les États-Unis, c'est le théâtre parfait, là, on voit se dérouler. On est en train de perdre tous ces gains qu'on a faits grâce aux Lumières. En fait, c'est un petit peu plus... Ça se porte sur le long terme. Après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est dit, qu'est-ce que l'on peut faire pour arrêter de se faire la guerre? La meilleure façon, c'est de partager des intérêts communs. Et ces intérêts communs, on les a vus à travers les échanges économiques. Donc, on s'est dit, il faut libéraliser au maximum les échanges. Et donc, on s'est créé des institutions qui vont libéraliser les échanges. Le General Agreement on Tariff and Trade en 1947, en fait, qui entre en vigueur en 1948, qui a été changé par l'Organisation mondiale du commerce en 1995. Tous les accords de libre-échange qu'on va signer depuis les années 80, on en a eu un d'abord avec les États-Unis, puis après ça, les États-Unis et le Mexique, puis ça a été revu donc par la suite avec le gouvernement Trump, l'accord de libre-échange donc avec l'Union européenne, et ainsi de suite. Donc, l'objectif derrière, c'était de créer de la richesse, mais puis d'éviter qu'on se fasse la guerre. Mais en créant de la richesse, il y a quoi comme contre-coup? Et de quelle façon on l'a fait, cette création de la richesse? Et en sacrifiant quoi? En sacrifiant l'environnement, en sacrifiant la variable humaine, en sacrifiant un certain équilibre qu'il peut y avoir. Où est la fin, justement, de ça? Parce que le problème, en fait, on est obnubilé par le fait de faire toujours plus d'argent, de produire toujours plus, mais dans un monde qui est fini. Il y a une limite à ce qu'on est capable d'exploiter et de produire sans avoir d'impact d'un point de vue écologique, d'un point de vue humain et autres. Et ça, on l'a sacrifié. Et on le voit bien, les problèmes que c'est en train de créer actuellement. C'est pas quelque chose de nouveau. Depuis les années 70, on nous avertit de cette problématique-là. Vous avez une formule choc en disant qu'avec l'économie néolibérale, on accroît notre désir de posséder en travestissant notre désir d'être. Vous revenez souvent avec l'avoir et être. Ça se retrouve beaucoup dans votre ouvrage. Quand vous parlez de l'attaque est-ce que vous parlez, au fond, des géants du web avec tout ce groupe-là? Vous n'en parlez pas dans ces termes-là. Qu'est-ce que vous entendez exactement quand vous parlez? Les médias sociaux de façon générale. Donc, à travers les médias sociaux, les instruments que l'on utilise, donc, entre autres, et le fait qu'on délaisse justement de plus en plus notre comment je dirais ça, notre capacité à se définir, notre capacité pour être dans l'avoir, pour être dans l'instantané, regardez simplement, allez dans un restaurant ou allez dans le métro, combien il y a de personnes qui sont collées sur leur téléphone cellulaire à regarder un paquet de nouvelles qui sont souvent donc répétitives en tout cas, puis qui sont pas toujours donc des choses qui sont importantes. Ce sont on s'échange des SMS, on s'échange, donc on est sur différentes plateformes, puis de cette façon-là, on laisse les grands capitaux capitalistes donc exploiter le monde. Quand vous avez un réfrigérateur qui vous informe de ce qui manque dans votre alimentation, il me semble que c'est extrêmement dangereux que l'objet, l'outil, devienne le patron de ta conscience et de ce que tu vas faire le lendemain. Tu vas aller acheter quoi à l'épicerie? Ce que le réfrigérateur t'a demandé d'acheter et non plus ton initiative à toi. Il y a une donc, on est déterminé par le discours des autres, par le discours du système aussi. C'est des machines. Exact. Shoshana Zebov, une sociologue ukrainienne mais qui vit aux États-Unis, elle a un paragraphe dans son Capitalisme de surveillance extraordinaire où elle dit « L'industrialisation est en train de nous coûter la terre. Le capitalisme de surveillance pourrait ou peut-être va-t-il nous coûter notre humanité. » Et c'est ça que le réfrigérateur qui te dit comment faire ton marché est en train de faire. Tu n'auras plus d'initiative. C'est le réfrigérateur qui l'a. Et l'autre aspect, c'est que le réfrigérateur, il t'épie constamment.
t'auras beau le fermer ou n'importe quoi, on épie ce que tu fais. Alors, ça pourrait même aller à un certain chantage. Tu achètes de la bière, toi? Ah oui? Serais-tu un alcoolique? Est-ce que tu en boirais? Est-ce que tu en boirais un peu trop? Non, c'est sûr qu'il y a tout un regard sur les activités de chacun. Mais oui, on est dans le Big Brother. C'est ce qui est en train d'arriver. On est dans le Big Brother d'Orwell. Il y a un aspect qui est peut-être un peu secondaire dans le traitement, mais vous insistez sur l'histoire récente du Québec, la Révolution tranquille, les référendums. Et vous écrivez à propos des référendums que les Québécois ne se sont pas ralliés pour des bonnes raisons. Ça m'a étonné un peu ce coin-là quand vous dites on n'a pas fait une publicité, une propagande pour se déterminer soi-même. En fait, c'est pas une propagande. Mais par déception et frustration devant le refus du Canada de reconnaître leur existence. Pouvez-vous développer un peu? Fait, c'est que lorsqu'on regarde, et les sondages nous l'ont montré souvent, là, puis Pierre Drouilly, c'était le meilleur pour ça, là, comment... En fait, l'option qui est privilégiée par les Québécois a toujours été non pas l'indépendance, mais d'avoir plus d'autonomie dans le système fédéral canadien. Essentiellement, là, depuis donc, des décennies, c'est donc ce qui est mis de l'avant, ce que les Québécois donc, voudraient le plus. Et en fait, en 1980, le référendum, c'est quoi? On a fait un référendum suite à un paquet d'échecs de réformes constitutionnelles. La formule Fulton-Favreau, Victoria, puis là, il y avait eu, puis M. Parizeau, c'est comme ça qu'il est devenu indépendantiste, là, en se rendant donc dans une réunion là, sur des négociations constitutionnelles pour essayer d'aménager différemment donc le Canada. C'est là où est-ce qu'on s'est retrouvé pour faire un référendum en 1980. Le référendum de 1995, c'est quoi? C'est suite à le rapatriement unilatéral de la Constitution de Trudeau. C'est suite aux échecs de Meach, puis même de Charlottetown. Charlottetown, où les Québécois l'ont refusé, disaient que c'était trop peu ce qu'on nous a proposé. Puis les Canadiens, pour eux, ils l'ont refusé dans ce référendum-là. C'est parce que c'était trop ce qu'on donnait aux Québécois. Et c'est face à ces déceptions qu'on a fini par faire un référendum, tout comme les patriotes de 1837-1838. C'est exténué face à des demandes à Londres en 1834, donc les fameuses 90 résolutions. Londres a refusé, a proposé donc les 10 propositions Russell. Puis là, face à cette incapacité, si on veut, de trouver une place qui convenait donc aux patriotes, avec plus de démocratie notamment, bien là, ils se sont retrouvés excédés à faire la rébellion. Mais à chaque fois, c'est pas parce qu'il y avait une volonté de se prendre en main collectivement, puis de décider pour soi, puis d'agir par nous-mêmes sur notre propre réalité qu'on a voulu faire l'indépendance. C'est toujours en réaction face à des refus devant des cul-de-sac que l'on s'est dit, bon, ben là, on est fâché, on est tanné, on fait l'indépendance, puis finalement, ben avant le jour de voter oui, j'ai gueulé fort, puis je vais m'écraser. C'est un peu ça qui est arrivé. Vous revenez souvent dans votre livre, je trouve que c'est une bonne expression, c'est que pour avoir cette reconnaissance-là, parce que c'est un peu devant les échecs, on veut une reconnaissance, on insiste plus sur la différence, les caractères particuliers des Québécois. Par exemple, on voulait un statut particulier, une province particulière, toujours dans le cadre fédéral, au lieu d'insister sur la nécessité d'être distinct, d'agir par soi. Oui. Au fond, vous revenez souvent dans... Ça vient de Maurice Séguin, ça. L'idée, oui. C'est lui qui base. Lui, ces deux concepts-là, il fait la distinction entre les deux et il dit, l'essentiel, c'est pas d'être différent, c'est d'être distinct en ce sens que je suis comme toi, tout à fait comme toi, sauf que je ne suis pas toi. Et donc, je suis distinct, et donc, c'est moi qui mène ma vie, comme je l'entends. C'est Maurice Séguin qui a développé cette distinction entre les deux termes. Il disait que c'était une erreur d'inciter, en fait, à maintenir la définition de la nation comme différente par sa culture, alors qu'il aurait fallu la définir comme distincte, c'est-à-dire qu'à la recherche d'une société normale. Ça me fait penser un peu à ce que disait Bourgault quand il disait on ne veut pas être une province meilleure que les autre, différente des autres, mais on veut être juste un pays normal, dans le sens avoir la possibilité d'agir. Mais c'est quand même étonnant cette attitude des Québécois de ne pas affronter cette question-là. Moi, c'est ça que j'ai trouvé ce qui revient le plus souvent dans votre ouvrage, c'est de s'interroger sur le pourquoi
de cette difficulté-là, parce qu'on est... C'est 250 ans de colonisation. Ça imprègne des personnalités, des tempéraments. Et plus que ça, c'est qu'en fait, et c'est le propre de notre Ça a premier toujours ouvrage, été les autres Oui, qui mais ont c'est décidé. pas parce qu'on a combattu plutôt pour d'autres. On s'est battu à la Deuxième Guerre mondiale, on s'est battu pour le Canada, on s'est battu pour l'autre, pour la démocratie, mais les combats pour soi-même, il n'y en a pas eu beaucoup. Non. Dans le régime fédéral, on essaie d'éviter justement les confrontations et par le biais de la diplomatie, on évite justement. Parce et qu'on pour veut moi, toujours- c'est l'action qui nous fait avancer. C'est pas juste la réflexion ou les discours sur notre impuissance. En ce sens-là, il y a comme un... Moi, je dirais que votre ouvrage peut peut-être nous laisser un peu sur notre faim parce que on le connaît, on l'a entendu, l'explication de l'impuissance ou encore de l'apolitisme. Ça a pris, il y a plusieurs auteurs qui en ont parlé, depuis Aquin, Miron, etc. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Je pense que ça doit aller dans le sens de l'action, parce que c'est l'action qui nous fait avancer. Clairement, mais s'il faut, regarder, avant de trouver, lorsqu'un un médecin diagnostique quelqu'un, un mal, il diagnostique d'abord le mal, puis après ça, on pourra donc le soigner. Nous, on fait un diagnostic politique, culturel, maintenant philosophique de notre condition, puis on intégrera ça dans un programme politique. Moi, ce n'est pas un programme politique que je propose. Je fais une analyse d'une situation, je fais une analyse, donc, avec mon père, d'une condition, sous différents aspects. Qu'est-ce qui nous a peut-être échappé à travers les milliers d'analyses qu'il y a pu y avoir, ou comment on est peut-être capable de les présenter différemment? C'est ce que l'on fait. À partir de là, donc, si un parti politique veut s'en inspirer, ou si une société veut s'en inspirer, tant mieux, on aura fait donc notre travail. Dans une autre partie de votre livre, vous êtes très critique face à l'empire du divertissement et à la grande place accordée à l'humour dans la culture québécoise. Comment vous expliquez l'importance de l'humour au Québec? Un peu comme les nations opprimées, je pense à l'humour juif ou l'humour polonais. C'est du divertissement. C'est-à-dire que le fait d'aller assister à un spectacle d'humour ou de donner une telle importance dans la culture québécoise à l'humour, c'est que ça nous distrait de notre condition réelle et on n'y pense pas. Vous pensez que c'est une façon de s'étourdir? C'est une façon de s'étourdir, c'est clair. C'est une stratégie de divertissement, si on peut dire. C'est ça, au sens pascalien du terme, là, hein, le divertissement pour ne pas penser à notre existence, à notre condition, trouver... D'ailleurs, la supposée joie de vivre des Québécois, c'est de la frime, ça. Il y a un autre aspect aussi que vous développez, c'est la question de l'autorité de la parole québécoise sur la réalité québécoise. Qu'est-ce que vous entendez exactement par ça? Le langage, c'est ce que je disais au début de l'entrevue, le langage et les mots qu'on utilise, les concepts qu'on utilise, les catégories cognitives qu'on utilise, eh bien, c'est ce qui va limiter notre monde. Et si on n'est pas capable d'utiliser des expressions comme la souveraineté, je n'en parle pas. Si la souveraineté ou l'indépendance c'est vu comme improductif ou de la chicane ou de la division, je limite mon monde. Je limite mon monde au langage que j'utilise. Dépasser cette limite, eh bien, il faudrait changer le langage. Je vois un peu que le temps file et il y a une remarque, moi, que j'aimerais faire, c'est le fait que tout au long de votre livre, vous insistez sur le fait que notre culture est faite d'immobilisme, de dépendance. Est-ce que c'est pas trop pessimiste? Comment vous voyez la suite de notre histoire? Est-ce que vous lisez, M. Comeau, à l'occasion des romans québécois? Oui, ça m'arrive. C'est ça. Le roman québécois, il y a deux... profs de littérature j'ai plus compris la société québécoise par l'étude des romans qu'ont fait Isabelle Daunet et Micheline Cambron, qui disent que le roman québécois ne compte aucune aventure. Il ne compte pas d'aventure parce que, dès le départ, tout est déjà fini. Il n'y aura pas de transformation des personnages. Ils n'inventeront pas une solution à leurs problèmes et le problème va plutôt les écraser. Ça me fait drôle un peu de parler aujourd'hui de la nécessité de l'indépendance, parce que c'est de ça qu'il s'agit, alors qu'il y a toute une conjoncture bien particulière avec le président américain qui nous amène à travailler à une solidarité avec le Canada, à défendre la souveraineté du Canada qui est menacée par
les menaces de Trump. Est-ce que ça ne risque pas que votre discours soit... Votre message passe moins bien, soit moins... Est-ce que vous vous rappelez qu'en 1980, dans le référendum, il y avait l'offre de faire un marché commun entre le Canada et le Nouveau-Québec? Marché commun qui... Alors, à cette époque, on a dit non, ça ne marchera jamais. Ça, les Canadiens anglais ne voudront jamais nous s'associer à un Québec indépendant au plan économique. Et là, tout à coup, maintenant que M. Trump menace de nous annexer, voilà qu'on devrait enlever toutes les barrières tarifaires entre les provinces. Et là, ça devient acceptable et même bien vu parce que ça créerait un marché intérieur qu'on a proposé en 1980, mais à l'époque, c'était pas valable. C'était les Québécois qui le proposaient. Et surtout des Québécois indépendantistes. Mais c'est quand même paradoxal que les Québécois vont spontanément défendre la souveraineté canadienne, mais ne se rendent pas compte du colonialisme qui les atteint. Ils sont plongés. Et ce qui est c'est tout à fait vrai, ce que vous mentionnez là. Et moi, j'ai été fasciné de voir que le gouvernement fédéral, quelques ministres, allaient faire une conférence qu'ils ont nommée « Maître chez soi », qui fait référence, nous, on s'était fait critiquer, donc, avec la Révolution tranquille, avec le maître chez nous, donc, sur lesquels c'est pas les autres qui vont venir aménager, donc, notre économie, puis exploiter nos ressources, et ainsi de suite. Donc, on avait dit, maître chez nous. Eux, ils ont repris, donc, notre thème, qui a toujours été, donc, boudin, puis là, le méchant nationalisme québécois, puis de vouloir, donc, son autonomie, ça, c'est épouvantable, mais ils reprennent le même thème avec maître chez soi. Ben, en fait, là, ils ont changé juste le nous par le soi. Donc, là, ça, c'est acceptable. Ça, c'est extraordinaire. Puis ça, c'est ce qu'il faut faire. Puis tout le monde, là, maintenant, il faut, pour la souveraineté canadienne, il faut la protéger. C'est vraiment quelque chose d'important. En quoi le Québec est mieux servi par le Canada présentement que le Canada le serait donc des États-Unis? Le Canada va subir, si jamais il était annexé, là, va subir donc les décisions d'une autre nation, la nation états-unienne. Et nous, c'est un peu la même chose que l'on vit actuellement. Mais il reste que les conditions dans lesquelles on vit, la géographie et notre proximité des États-Unis et notre rapport démographique, on est dans tout le continent nord-américain, ça peut jouer aussi et ça peut expliquer des hésitations. Ça peut rendre plus difficile la réflexion lucide dont vous parlez. Moi, je pense que c'est moins notre question géographique, même si elle a un impact, parce qu'elle a un impact sur nos relations commerciales, bien évidemment. Le commerce s'est développé à travers l'histoire et à travers le monde essentiellement sous deux variables. C'est ce que l'on appelle la gravité commerciale, la théorie de la gravité commerciale, la taille et la distance. Plus les économies, donc, plus on a des grosses économies, plus ils vont échanger entre elles. C'est ce qui va faire, par exemple, pour nous, notre principal partenaire, c'est qui? Les États-Unis, qui sont la première économie du monde. Et la proximité, parce que ça facilite les échanges. Donc, évidemment, on ne change pas la géographie à ce niveau-là. Pour nous, ce qui joue beaucoup plus, c'est le fait que, ça revient au premier titre de notre ouvrage, un peuple qui n'a jamais été souverain. Jamais dans notre histoire, on est capable de regarder derrière, dans notre passé, pour nous dire comment on était capable d'agir sans avoir demandé aux autres la possibilité d'agir. Alors, au départ, c'était à l'époque de la Nouvelle-France, la France, la métropole, qui prenait des décisions pour nous puis qui dictait nos orientations. Ça fut à l'époque de l'Empire britannique, donc la Grande-Bretagne, et maintenant, c'est le Canada. Vous avez parlé tout à l'heure des lois sur la langue française qui sont contestées, ou encore celles sur la laïcité qui sont contestées devant une Cour suprême dont les juges sont nommés par un autre gouvernement, où il y a eu plus de liberté là-dedans à travers l'histoire. Donc, ce peuple, ça laisse des travers, ça, bien évidemment. Ça laisse une posture ontologique ou une posture, donc, sur notre façon de voir le monde, de voir les choses, qui se répercute, donc, dans notre philosophie d'être. Le fait de jamais avoir été souverain. C'est beaucoup plus ça qu'une question de géographie. Il y a des pays qui sont indépendants, qui sont dans des situations géographiques bien moins enviables que celles du Québec. Pourtant, ils sont autonomes, ils sont souverains, puis sont capables de décider de leur politique intérieure, de leur politique étrangère, comme ils le veulent, sans avoir besoin de discuter avec une autre nation, sans avoir besoin de discuter, non pas pour l'orientation qu'ils voudraient prendre donc pour la planète, mais d'agir par eux-mêmes, donc, à travers le monde ou sur leur propre réalité. Alors, la géographie... Vous ne me convainquez pas, je le suis déjà très convaincu qu'il faut agir par soi-même. Hein? Ça, c'est la source d'expérience. Il faut avoir... Et c'est la source, je veux dire, de confiance. C'est la caractéristique principale de l'humanité. Exact. Je vois le temps qui file, alors je voudrais vous remercier pour votre réflexion, je dirais radicale, assez profonde. C'était un peu un appel à un regard lucide sur notre situation politique, malgré le contexte qui ne s'y prête pas facilement. On est plutôt
sollicité pour travailler à la grande solidarité pan-canadienne. Alors, vous avez fait quand même un travail, je pourrais dire, très rigoureux en vous appuyant sur toutes les réflexions, parce qu'il y en a eu des réflexions qui vont dans ce sens-là depuis assez longtemps. Il y a beaucoup d'analyses de la question nationale. Mais peut-être qu'il faudrait aller plus loin que reprendre ce discours-là. J'ai pas d'explication, mais je trouve qu'il faudrait un peu aller plus loin. J'ai lu beaucoup de textes qui reprennent cette explication-là, mais je ne sais pas quoi faire. C'est dans le que faire qu'il faudrait travailler. Oui, mais comment donner confiance à une collectivité, voilà. C'est ça qui est difficile. Où trouver le bouton qui va mettre en acte la prise de courant qui va donner à ce peuple le goût de faire ses affaires par lui-même. Comment? C'est dur parce que depuis le dernier référendum, tout est fait pour essayer d'atténuer les conflits. Il n'y a plus d'affrontement direct parce qu'ils savent le danger qu'une prise de conscience collective pourrait avoir pour le Québec. Écoutez, je peux juste vous remercier de votre passage à l'émission. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de continuer à écrire pour en discuter. Je vous remercie beaucoup, Jean-François et Roger. Merci. Je m'arrête un instant pour te parler de ma vie. Juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Je m'arrête un instant pour te parler de la vie. Je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit, et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, n'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on se dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Un instant pour te parler de la vie, juste comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus le goût de m'en faire. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps,
J'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Des étoiles filantes. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.